Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission La Tribune des éditos, ce rendez-vous de votre télévision Tweet TV pour décrypter, analyser, parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Aujourd'hui, il sera question de la situation sécuritaire avec l'attaque meurtrière survenue sur l'axe Daewoo-Oussy, la réinhumation effective de Thomas Sankara et ses 12 compagnons au mémorial Thomas Sankara sera également abordé. Et puis, il sera question du rendez-vous du monde du cinéma à travers la 28e édition du FESPACO. Et enfin, il sera question des propos du président tunisien relatifs à l'immigration. Et pour aborder ces différents sujets, je suis accompagné sur ce plateau par Boukari Woba. Il est journaliste au journal Le Reporter. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, nous avons Ousmane Paré, journaliste indépendant, qui est également avec nous pour décrypter ces sujets. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également le directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net, Joachim Vokuma, qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et enfin, nous avons Daouda Kinda du journal Le Quotidien. Bonsoir. Bonsoir. Attaque terroriste survenue sur l'axe Oussy-Daewoo, la riposte a permis aux forces armées de neutraliser plus de 160 terroristes. Ce fut une semaine éprouvante pour les forces armées nationales. Joachim Vokuma. Oui, c'est vrai. C'est un bilan qui est très lourd sur cet axe-là où les forces de défense ont été prises à partie par l'ennemi, qui manifestement avait des informations stratégiques sur son trajet et son avancement. Parce que quand on parle d'embuscade, c'est qu'ils ont eu des informations qui leur ont permis de se positionner à un endroit bien précis et de surprendre les FDF. Donc, quand on est surpris, quelle que soit sa puissance, quels que soient les moyens dont on dispose, quand on est surpris, on est désarmé. C'est ce qui explique sans doute ce bilan très lourd, parce que le temps qu'on réalise qu'on est attaqué et qu'on active aussi ces outils de combat, même 30 secondes ça suffit déjà pour faire beaucoup de dégâts. Et c'est ce à quoi nous avons malheureusement assisté. Bon, c'est pas très bien les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. L'armée parle de situation complexe ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est lié au fait que la météo n'était pas favorable pour qu'il y ait une couverture aérienne? Parce que dans le passé, quand même, on a eu des cas comme ça. Et on se dit quand même qu'aujourd'hui, après 7 ans de combat contre les terroristes, on ne peut pas mobiliser tout un convoi avec un effectif de cette taille-là, sans couverture aérienne. Bon, est-ce qu'il y a eu une couverture aérienne? Apparemment, les frappes sont venues après. Pourquoi il n'y en a pas eu? Ça, c'est toute la question qu'on peut se poser, quoi. Mais c'est vrai que ce bilan nous fait très très mal, et surtout que ça intervient dans un contexte où depuis quelques semaines, bon, on voyait bien qu'il y avait on était à l'offensive, on n'attendait plus l'ennemi, on l'attaquait, on le harcelait, et là, il faut vraiment un discours robuste pour remonter le moral des troupes et puis d'opinion aussi, pour que cette épreuve-là soit surmontée le plus rapidement possible, pour que les FDS et les VDP soient toujours d'aplomb avec le soutien de la population, quoi. Mais c'est un bilan qui est quand même assez lourd. D'accord, assez lourd. Alors Daouda Kinda, au niveau de votre journal Le Quotidien, vous en avez fait un édito qui est intitulé « Mon capitaine, que la guerre commence ». Oui, dans cet édito-là, nous abordons un peu cette attaque-là, qui, il faut le dire clairement, ça vient nous rappeler que la capacité de nuisance des terroristes est toujours intacte, malgré les opérations d'opportunité menées de temps à autre par les forces de défense et de sécurité. Ce bilan lourd-là vient nous rappeler que les terroristes sont toujours là et qu'ils ont toujours une force de frappe quand même qui est assez forte. Donc 51 militaires, une cinquantaine de militaires tués, c'est un bilan lourd. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. Vous voyez la pression qu'il y a
ces 2 jours-là sur les forces de défense et de sécurité, ça montre que nous devons commencer la guerre. Vous vous rappelez cette interview du président de la transition le 3 février à la télévision nationale, où il disait que la phase opérationnelle même, la guerre n'a pas encore commencé parce qu'il y a plusieurs étapes et qu'on était d'abord dans l'étape de consolider le renseignement. Mais s'il y a la pression de part et d'autre, pour nous, il est temps qu'on puisse lancer la guerre, qu'on puisse passer à l'offensive, ne pas attendre que l'ennemi nous tombe dessus pour qu'on puisse réagir. Vous voyez, après l'attaque, vous avez vu qu'il y a des vecteurs aériens qui ont mené un certain nombre de frappes qui ont permis de neutraliser une centaine de terroristes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déjà, au lieu d'attendre anticiper, au lieu d'attendre que les terroristes nous attaquent et riposter, il est temps qu'on puisse couvrir les territoires et viser les bases terroristes, même si on nous dit que non, on est en train de consolider le renseignement, pendant que nos forces de défense et de sécurité, les civils, les VDP, ça tombe. Quand est-ce que finalement on va commencer la guerre? Et la question est posée. Oui. Alors Ousmane Paré, la semaine n'aura donc pas été de tout repos pour les forces armées nationales. On a vu ce message du chef de l'État qui affirmait que le sursaut patriotique et la détermination restent intacts jusqu'à la victoire finale. Déjà, est-ce que vous comprenez ce regain d'attaque auquel on assiste? Oui, je crois que je ne dirais pas que c'était prévisible, mais pour ceux qui s'intéressent à la question, je crois qu'il y avait beaucoup d'éléments qui montraient qu'il allait avoir des attaques, parce que vous vous souviendrez que dans des revues spécialisées, on a indiqué tout simplement que l'État islamique avait pu prendre de l'ascendance sur le Jenim, donc de Iyad Agali, au niveau de la zone des 3 frontières. Et on a vu pendant plusieurs mois ces 2 groupes-là se sont affrontés, donc pour une question de positionnement, ce qui a dû amener Iyad Agali à aller faire une alliance avec des groupes signataires de l'accord de Bamako pour essayer de se repositionner. Donc officiellement, on n'a pas de chiffres, mais ces attaquants groupes terroristes ont fait beaucoup de morts, donc parmi les terroristes eux-mêmes, et c'est l'État islamique qui a pu prendre le contrôle de la zone. Alors qu'on sait que pour un groupe, par exemple, comme le Jenim de groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Iyad Agali, c'est vrai qu'ils mènent des attaques, mais généralement, ils visent en général les forces de défense et de sécurité, s'en prennent rarement aux populations civiles, et rarement aussi, ils mènent des attaques vraiment qui font de très gros bilan. Donc c'est un peu ça, et c'est les attaques les plus meurtrières sont les attaques de l'État islamique, qui est considéré comme vraiment le groupe le plus barbare, donc qui ne fait pas de différence, pas du tout, entre les forces de défense et de sécurité mobilisées, les civils qui attaquent seulement pour se venger. Et on connaît aussi un peu la ligne idéologique, l'idéologie de ces groupes-là, sans revenir là-dessus. Donc déjà au niveau de beaucoup de revues, les gens, avec cette montée en puissance de l'État islamique, les gens craignaient en fait des attaques meurtrières dans ces zones-là. Et on a vu au niveau du Niger, et je crois que ça a mis un peu en alerte Bamako et puis Ouagadougou. Mais après, quand vous discutez avec certains, même au niveau de l'état-major déjà, je crois qu'on était au niveau des renseignements, les gens étaient conscients qu'il allait avoir un peu une attaque du genre. Donc c'est un peu ça. Et puis toute la grosse difficulté, et ça je crois qu'on ne peut jamais avoir de solution, c'est comment empêcher. Voilà. Le grand frère Voukouma le disait, c'est que la meilleure solution en pareille circonstance, c'est d'avoir les moyens aériens, parce que là on est convaincu que s'il y a des mouvements, on voit les mouvements et puis on peut agir à temps. Donc la question principale, on espère que les enquêtes vont permettre à l'interne, naturellement on ne sera pas informé, vont permettre à l'interne de situer les responsabilités. Pourquoi justement le convoi n'a pas été accompagné par les moyens qu'il fallait? Est-ce que c'était une question par exemple de météo? S'il y avait un problème de météo, pourquoi ne pas comment dirais-je
reporter, par exemple, la mission, pourquoi ne pas prendre d'autres dispositions? Donc je crois que ça, ce sont des questions qui vont rester pour le moment. En même temps, en tout cas, il faut noter que c'est un coup dur que ça porte à l'ensemble des forces, parce que vous savez qu'au même moment, et pratiquement au même moment, à Tinakov, il y avait aussi une autre attaque. Donc leur objectif, c'est surtout ça. Et c'est surtout à ce niveau aussi que le gouvernement doit savoir communiquer, c'est de démoraliser les troupes. Parce que quand il y a une attaque comme ça, et les gens sont vraiment, le moral est dans les chaussettes, et ça facilite beaucoup d'autres attaques. Donc c'est comment, affaibli, on peut rester toujours en état d'alerte et pouvoir riposter et attaquer comme il le faut. Je crois que c'est surtout ça. Et en même temps, dans le discours, je crois qu'il faut tenir compte des opinions, en fait, mieux, parce que quand l'opinion n'est pas bien nourrie, elle peut avoir des attitudes qui n'arrangent pas du tout la lutte. Donc il va falloir qu'on puisse aussi savoir mettre les informations qu'il faut à la disposition de la population, notamment en leur faisant comprendre en réalité que la lutte sera dure. Donc il faut que les gens soient préparés à tout cela, à tous les niveaux, et il y aura il y aura du sang, voilà, il y aura de la sueur, mais la victoire donc sera là au bout. Donc je crois que c'est ce discours aussi, il va falloir tenir aux populations, en tout cas mobiliser les troupes pour que voilà, au final on puisse sortir victorieux de cette guerre. D'accord. Alors Boukari Ouba, certains estiment également que ces différentes attaques auxquelles on est confronté ces dernières semaines sont souvent dues aux prises de position du Burkina Faso ou au déploiement des VDP. Quel est votre avis? Je ne sais pas trop quoi dire. Tout est-il que ce n'est pas la première attaque au Burkina. Donc nous le savons très bien, nous sommes attaqués depuis 2015. Et donc vous n'allez pas me dire que... C'était à une certaine accalmie et subitement... Moi, je ne crois pas qu'il y ait eu d'accalmie. Vous voyez tout ce qui se passe là, c'est tout simplement parce que nous ne maîtrisons pas les plans des terroristes. Alors qu'eux, pratiquement, ils savent tout de nous. Donc lorsque vous voyez qu'il n'y a pas d'attaque, très souvent nous nous gargarisons de cela en disant non, ils sont affaiblis, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus attaquer les forces de défense et de sécurité, et même quelques actions désespérées contre les populations civiles. Ce qui n'est pas vrai. De tout temps, les forces armées terroristes ont toujours attaqué aussi bien les civils que les militaires. Les premières personnes à tomber au Burkina du fait du terrorisme ne sont pas des militaires. Ça a commencé à Djibo, pas des enlèvements, assassinats, c'était des civils. C'était d'abord le groupe qui était membre de l'association de Malam Diko. On s'en est pris à des leaders religieux, des leaders communautaires, à des chefs administratifs, ainsi de suite, à des enseignants, bien sûr. Et puis les attaques se sont multipliées avec les forces de défense et de sécurité. Je pense que l'attaque la plus visible contre les forces de défense et de sécurité, c'était Nassumbu. Donc vous comprenez. Donc qu'à un certain moment on sent une sorte d'accalmie, je crois qu'il n'y a rien à célébrer. Les terroristes ont leur plan. Et il y a aussi que parfois, c'est pas parce que nous les avons plus ou moins neutralisés. Il peut manquer de ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est du carburant pour circuler. Les ressources, c'est quoi? C'est des vivres. C'est peut-être même de la liquidité en termes de financement. Donc, ils font leur planning en fonction de ça. Et lorsqu'ils se sentent capables d'attaquer, ils attaquent. Et ils n'attaquent pas à n'importe quel moment aussi. Ils visent les moments de faiblesse. Donc, le point faible, effectivement, de nos forces de défense et de sécurité. Ça s'est passé comment? C'est un déplacement. Or, comme les confrères l'ont dit ici, les conditions météorologiques n'étaient pas réunies pour qu'on puisse effectivement assurer un déplacement sécurisé. Pourquoi ne pas patienter? Parce qu'il me semble bien que le convoi qui a été attaqué, c'était un convoi qui était en fin de mission et qui devrait rentrer. Pour un convoi qui est en fin de mission, mais qu'est-ce qui hurle? Le plus important, c'est d'entrer en toute sécurité et non pas d'entrer coûte que coûte. Si cette mission-là a pu passer 2 mois, 3 mois, dans cette zone où tous les jours on côtoie la mort, ce n'est pas une affaire de quelques heures ou bien de quelques jours qui ne peut pas attendre. Mais on a forcé malgré la météo, nous allons le dire comme ça parce que nous n'avons pas tous les éléments. Ça aussi, il faut le dire.
Le communiqué qu'on nous balance, c'est un communiqué laconique. Moi, je l'ai toujours dit. Si on veut informer la population, qu'on informe la population avec toutes les circonstances de l'attaque. Il y a eu au moins 2 communiqués, un deuxième communiqué qui a donné des infos sur le bilan. C'était pour dire qu'il y a eu attaque. En ce moment, on ne parle même pas du nombre de morts, on nous parlait de blessés, tout simplement, qui ont été évacués et pris en charge dans des centres, dans des formations sanitaires. Le deuxième communiqué, il y a eu finalement 3 communiqués. Le deuxième communiqué nous donne un bilan de, je ne sais pas quoi, 8 morts. Et puis plus tard, on nous vient avec un bilan total de 51 personnes tombées. Ces communiqués-là ne nous apprennent rien d'autre si ce n'est pas dire que c'est des communiqués nécrologiques tout simplement. Ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un communiqué, quand on dit véritablement un communiqué de presse là. Je vous invite souvent à lire les communiqués de presse. On ne les aime pas bien, mais lisez leurs communiqués de Barkhane. Si c'est passé un incident terroriste qui implique Barkhane, lisez le communiqué de presse de Barkhane. C'est des informations qu'on vous donne. Il ne s'agit pas de donner le bilan macabre. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas véritablement les circonstances de l'attaque de ce convoi-là. Et ça, véritablement, c'est dommage. Et vous aurez remarqué aussi qu'il y a un silence total. C'est des moments où on a envie de sentir que le pays est gouverné. Mais on a l'impression qu'il n'est pas gouverné. Qu'est-ce que nous avons comme information? Tout ce que nous avons comme information, c'est le communiqué balancé. Mais on ne peut pas communiquer avec une population, pas de communiquer tout simplement comme ça. Le chef de l'État l'avait dit, ils ont choisi l'option de ne pas communiquer sur certaines actions et le faire à un certain moment. Non, ici il ne s'agit même pas de communiquer, il s'agit de nous parler. Nous sommes en deuil, même si apparemment ça aussi c'est une nouvelle politique que de ne pas déclarer des deuils, mais quand vous perdez autant de personnes, on le veut, on ne le veut pas, nous sommes dans un deuil national. Donc on puisse effectivement s'adresser aux gens d'une manière ou d'une autre. Voilà, moi j'attendais quelque chose comme ça. Mais on a l'impression que, en tout cas, peut-être des choses ont changé, mais véritablement en matière de communication, on n'a pas changé. Bon, si on a changé, c'est qu'on a changé dans le mauvais sens, parce qu'on est toujours dans la propagande. Vous avez vu, on n'a pas voulu nous communiquer les chiffres réels des hommes que nous avons perdus, parce qu'on attendait d'avoir plus ou moins un bilan en termes de terroristes neutralisés. Donc tout de suite on vient nous dire bon, on a perdu finalement 51 personnes, mais nous avons neutralisé 160 terroristes. Je vous dis 160 terroristes, ça ne représente rien par rapport à un Burkinabé qui tombe au front. Ça ne représente rien. Et tous ces chiffres-là, si on doit comptabiliser le nombre de terroristes que nous avons neutralisés, parce que généralement quand nos forces armées communiquent sur le nombre de terroristes neutralisés, c'est en termes de centaines. C'est en termes de centaines. Si vous devez faire le point à ce jour, ça veut dire que nos FDS ont tué plus de terroristes que les terroristes non tués de Burkinabé. Faisons le point. Et si cela est vrai, si ces chiffres de 100 et quelques là sont vrais, ça veut dire que peut-être que ce n'est pas la solution. Si on tue autant et qu'ils ne finissent pas, ça veut dire que ce n'est pas ça la solution. Soit effectivement les chiffres ne sont pas du tout vrais, ou alors c'est la stratégie qui n'est pas la bonne. Il y a beaucoup de choses, de questions qu'on se pose en ce moment. Je pense que on est loin de sortir de l'auberge. En fait, il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur le pouvoir. On est tous conscients du fait qu'on ne va pas régler la question terroriste du jour au lendemain, mais que des gens, effectivement, évitent d'être dans la pure propagande à des moments précis, de faire croire que la situation s'est améliorée, que ça va, alors que ça ne va pas. À ce jour, je ne vais pas déclarer comme certains que la situation est pire comme avant, parce que ce n'est pas vrai. Par contre, il n'est pas vrai de dire que la situation aussi s'est améliorée. Elle ne s'est pas améliorée. Les terroristes ont leur plan et nous ne maîtrisons pas leur plan. Quand nous allons maîtriser leur plan, c'est nous qui allons donner le tempo. Or, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les terroristes qui donnent le tempo. D'accord, et nous allons y revenir. En attendant, Joachim Voukouma, ces regains d'attaque se déroulent à un moment où le G5 Sahel, on le sait, peine à agir. La CEDEAO, qui, loin de lever les sanctions contre le Burkina, le Mali et la Guinée, est plutôt en train d'apporter d'autres sanctions, interdiction de voyage pour des ministres et pour des hauts fonctionnaires. Comment comprenez-vous cet état de fait, à un moment où on a peut-être besoin du soutien de la sous-région? Bon, le G5 est mort. Ils ont tenu un sommet récemment. Oui, enfin bon, ça bouge, mais il est mort. Depuis que le Mali a quitté le G5, il n'y a plus de G5. La France essaie avec le Tchad pour réactiver ça, mais tant que le Mali ne va pas revenir, parce que la présidence revenait de droit au Mali, en réalité.
Donc, et comme ces rapports avec la France sont désastreux, donc ils ont manœuvré, puisque c'était le Tchad qui avait la présidence, ils devaient céder ça au Mali. Et ces rapports étant mauvais, ils ont manœuvré pour ne pas laisser la présidence au Mali. Donc, dans ce cas, je quitte. Et depuis là, c'est à la suite de ça d'ailleurs qu'on a relancé l'initiative d'Accra. C'était pour pallier justement la mort du G5. Bon, j'essaie encore d'agiter ça, mais ça c'est un truc qui est fini. Moi, je vois pas comment ils vont relancer le G5 avec, je ne sais pas s'ils vont changer de méthode, parce que ni le financement, ni la mobilisation des hommes, les troupes qui devaient être mises à la disposition, rien n'a été réuni. Donc, ils vont recommencer sur quelle base? Bon, on verra bien. Maintenant, quant à la CEDEAO, le communiqué qu'on a lu avec les sanctions qui ont été maintenues, on va encore renforcer. Moi j'ai été surpris parce que quand on lit le communiqué, pays par pays, la Guinée, le Mali, la Guinée, le Burkina, quand on regarde, il n'y a pas grand-chose à reprocher au Burkina dans le communiqué. Bon, peut-être qu'il y a des débats internes ou sous-jacents qui justifient qu'ils prennent cette mesure-là. Sinon, dans le communiqué, nous, on a évité la confrontation avec la CEDEAO. Ce n'est pas le cas du Mali, ni de la Guinée. Dans le communiqué, quand on regarde, effectivement, il y a des motifs d'inquiétude sur le cas de la Guinée. Pour notre cas, il n'y a pas de problème. On a signé un accord avec la CEDEAO, on s'est mis d'accord sur un calendrier et tout. La dernière visite du médiateur a félicité le Burkina pour les progrès accomplis. Donc, il n'y a pas de motif d'inquiétude comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut justifier cette nouvelle mesure d'interdiction de voyager? Bon, ça d'ailleurs c'est vague, hein. On ne sait pas très bien qui sont les personnes qui sont ciblées, mais on imagine bien que dans le gouvernement il doit en avoir, puis peut-être aussi des présidents d'institutions, ou en tout cas. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier cela? Peut-être des propos ou des déclarations anti-CEDEAO que les personnalités ont pu tenir, mais je ne pense pas que c'est la conséquence de la réunion des ministres des Affaires étrangères, parce que quand on prend le communiqué qui a sanctionné la réunion, il n'y a rien qui soit vraiment contre la CEDEAO. Il n'y a pas une velléité de casser la CEDEAO. C'est beaucoup plus une alliance de raison pour défendre des intérêts économiques. Quand on regarde les points, l'énergie, les transports et tout, c'est beaucoup plus des projets économiques ils ont prévu de développer. Et maintenant, la question de la fédération, vous voyez, il n'y a que notre Premier ministre qui parle de ça. Quand tu écoutes les Guinéens ou les Maliens, je ne vois pas très bien comment ils reprennent ce discours-là avec emphase ou avec un peu d'appétit. Donc, il faut qu'on cherche un peu plus à savoir pourquoi il y a eu cette sanction-là contre les autorités burkinabées. Alors, Ousmane Paré, tout ceci intervient à un moment malgré l'interdiction de voyage. Le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, qui est présent au Burkina pour une visite, a estimé que c'est une période difficile parce que les Burkinabés ont fait des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça s'inscrit dans la logique de propagande dont parlait Boukari Ouba. Je crois que le Mali est dans ça. Nous aussi, on est un peu dans ça. Vous avez vu, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup faire le lien entre ce qu'on a subi comme attaque et puis le départ de la France et puis les sanctions de la CEDEAO. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut sortir de cette logique de victimisation. Pas par rapport à la situation du Burkina. De nature, je crois que quand il m'arrive quelque chose, je cherche d'abord à déterminer ma propre responsabilité avant de voir ce que les autres ont fait. Maintenant, si on se met dans une logique chaque fois de victime et que tout ce qui nous arrive, c'est à cause des autres, vous voyez que ces derniers temps, on accuse la Côte d'Ivoire, on accuse le Niger, on accuse le Ghana, on accuse la CEDEAO, on accuse la France de tout ce qui nous arrive. Mais quelle est notre propre responsabilité dans ce qui nous arrive? Et Boukari Ouba a dit quelque chose d'intéressant. Vous savez, quand ces genres de situations arrivent, notamment cette attaque, ce qui nous manque le plus, c'est le diagnostic. On ne fait jamais pratiquement le diagnostic de ce qui nous arrive. Et quand le coup d'État a eu lieu, que ce soit le coup d'État contre Kaboré ou le coup d'État contre Damiba, je ne me suis pas entendu avec certaines personnes par rapport aux raisons ou par rapport à la conduite de la situation. Jusqu'à présent, que ce soit depuis qu'on a commencé à connaître les crises, ce qu'on n'a jamais fait au Burkina, c'est le diagnostic de la crise. Aucun dirigeant ne nous a dit clairement pourquoi il nous arrive ce qui nous arrive. On a passé tout le temps à déplacer le problème.
Mais tant qu'on va déplacer le problème, on ne va pas y trouver de solution. Le discours a tout le temps évolué jusqu'à ce qu'on dise officiellement que ce sont des Burkinabés qui ont pris des armes contre d'autres. Pourquoi ces Burkinabés ont pris des armes? Quels sont les fondements justement de cela? Qui nous attaque et pourquoi? On doit répondre à cette question. Quand le président est arrivé, il disait que c'était un problème de logistique. Parce que quand je parlais des propos de Boukari Ouba, aujourd'hui on est convaincu que, en fait, c'est par les armes qu'on va résoudre la crise. Mais tous les spécialistes, pratiquement, on peut dire qu'on n'est pas d'accord parce que aussi il y a de plus en plus de haine contre ceux qui réfléchissent là. On dit non, de toute façon ils n'ont jamais apporté. Mais à lire tout ce qu'il y a comme livre écrit sur la crise de sécurité, à prendre des exemples ailleurs, que ce soit en Algérie, que ce soit en Mauritanie ou ailleurs, vous vous rendez compte que, en fait, on ne peut pas tuer tous les terroristes. Si vous vous mettez dans cette logique, ils sont combien? Et comment vous allez les tuer tous? Quelque part, il faut admettre qu'il y a une dimension idéologique et qu'il faut aussi commencer justement à s'attaquer à cette dimension idéologique. Des gens se révoltent pour des raisons bien précises. C'est là, des fois, quand il y a des exactions contre des communautés ou contre des individus, il y a des gens qui interpellent. Vous voyez, des gens commencent à insulter tous ceux qui défendent les droits de l'homme, tout, on dit on n'a rien à foutre. Mais parce que quoi? Ceux qui sont révoltés, parce qu'ils ont été victimes d'injustice. Et leur action aujourd'hui, c'est pour justifier l'injustice justement dont ils ont été victimes. Écoutez les discours d'Ibrahim Malam, du coup, écoutez Amadoun Koufa et autres. Mais si vous continuez dans l'injustice, les mêmes personnes vont continuer à développer les mêmes réflexes. Je ne dirais pas que c'est humain, mais même vous, quand vous êtes dans une situation où à un certain moment, vous vous rendez compte que vous êtes victime d'injustice et qu'il n'y a pas de voie de recours, vous voyez un peu la réaction qui vous vient à l'esprit. Imaginez l'enfant, même un petit enfant, vous essayez il va vous mordre. Parce que c'est ce qu'il a comme défense. Donc, pour moi, il faut diagnostiquer le mal. Quelle réponse, justement, on donne à l'aspect idéologique? Moi, je pensais, par exemple, qu'on allait développer en termes de discours. Un discours, par exemple, un contre-discours qui tiennent compte de l'idéologie en mobilisant les leaders religieux, les leaders coutumiers et autres. Mais vous voyez que jusqu'à présent, on n'avance pas, par exemple, sur la question. Et avec le G5 Sahel, on avait développé ce qu'on appelait, et il y avait de l'appui et tout ce qui est volet économique. Donc pour venir en aide justement aux populations qui souffraient, pour essayer d'alléger un peu leur souffrance. Le plan d'urgence pour le Sahel et autres. Qu'est-ce que tout cela devient? Aujourd'hui, on est dans une logique militaire. Le tout militaire, les gens vous diront, ne peut pas résoudre la question, la crise terroriste. Non seulement on n'aura pas les moyens pour faire voler les avions, il faut de l'argent, on n'aura pas indéfiniment justement ces moyens. On ne sait pas ils sont combien, on ne sait pas toujours où est-ce qu'ils sont. Donc ça reste une préoccupation. Voilà pourquoi on vous dira, il y en a qu'il faut pouvoir capturer, pouvoir interroger pour empêcher d'autres attaques. Et il y a aussi toute cette dimension qui n'est pas forcément militaire qu'il faudra développer. Donc je crois qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faudra aller chercher si on veut venir à bout de cette crise-là. D'accord. Alors très rapidement, Daouda Kinda, le Premier ministre malien qui appelle les Burkinabés à soutenir leur armée, qui estime également que les Burkinabés sont en train de vivre des choses du fait de leur choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas que ce soit forcément ça, parce que les attaques ont commencé depuis 2015, on a toujours vécu des attaques. Ce n'est pas parce qu'on a décidé cette fois-ci-là de changer de partenaire, parce que je sais que c'est de ça que, de façon voilée, ce qu'il veut dire. Parce qu'on est en train de changer de partenaire et en voulant renforcer notre partenariat avec la Russie, que ce qui nous arrive est en train d'arriver. Pourtant, ce n'est pas le cas. Les terroristes ont commencé à nous attaquer depuis 2015, mais on était toujours avec ces mêmes partenaires-là. Donc, c'est juste pour ragaillardir tous ceux qui les soutiens, les soutiens de la transition, tous ceux qui se réunissent tous les jours à 22h pour apporter leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Tous les jours à 22h? Oui, tous les jours à 22h, il y a des individus, il y a des gens qui se réunissent dans certains endroits de la ville pour réitérer leur soutien à la transition. Voilà, donc c'est peut-être pour leur dire, mais attention, mais il faut que vous soyez soudés parce que ça ne va pas être une mince affaire. Parce que le choix que vous avez fait là, c'est un choix courageux qui ne plaît pas à tout le monde et qu'on va chercher de casser votre morale. C'est pourquoi on vous attaque. Mais depuis 2015,
on vit dans cette situation-là. D'accord. Et nous passons au deuxième sujet retenu pour cette tribune. Les restes de l'ancien président Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune ont finalement été réinhumés à huis clos au mémorial Thomas Sankara. Alors, Boukari Ouba, beaucoup de choses ont été dites autour de cette cérémonie qui finalement a eu lieu. Elle a eu lieu finalement, comme les autorités l'ont voulu, mais pas forcément au goût de tous les Burkinabés, et particulièrement des familles, parce que je suis de ceux qui pensent qu'en ce moment précis-là, il faut accorder une oreille attentive à la volonté des familles. Les morts ont souvent leur dernière volonté, mais la famille aussi a sa dernière volonté. C'est vrai que ces 13 corps-là, à dire vrai, appartiennent à toute la nation, à commencer par celui bien sûr du capitaine Thomas Sankara, parce qu'il est avant tout le chef de l'État. Mais de là à ignorer ou bien ne pas prendre en considération la volonté de la famille, moi ça me pose quand même un petit problème. C'est vrai que finalement, tel que ça s'est passé, des informations qu'on a, toutes les familles ont été représentées. Vous savez, ça aussi, c'est pas très compliqué dans nos contextes là, d'avoir un représentant de la famille. Peut-être que moi aussi, Ouba Boukari, j'ai peut-être un lien proche ou éloigné avec une famille là-bas. La famille en Afrique, c'est suffisamment large. Donc, on peut toujours avoir quelqu'un. Mais, pour dire vrai, si on prend une personne donnée, la famille en la matière, moi, je penserais d'abord à ses enfants. La volonté de ses enfants, la volonté de l'épouse de la personne. Vous avez déjà assisté à des inhumations. Moi, j'ai assisté à des inhumations, que ça soit fait traditionnellement ou bien religieusement. Quand on finit de coucher le mort, traditionnellement, on appelle les enfants du mort. Venez regarder votre père ou bien votre mère si la personne est bien couchée. On appelle les enfants de la personne. Il ne s'agit pas d'appeler un membre de la famille, les enfants. Et religieusement, j'ai assisté à des inhumations chrétiennes. Quand on asperge l'eau bénite là, c'est qui on appelle? C'est les enfants qui viennent, qui aspergent l'eau. Au fur et à mesure, d'autres aussi peuvent asperger. C'est important, la famille. Mais ce qui s'est passé, bon, c'est vrai qu'on fait beaucoup de fixations sur la famille Thomas Sankara, mais je pense que le problème ne se résume pas à la famille Thomas Sankara. C'est normal qu'on parle de Thomas Sankara parce que c'était avant tout le leader. Mais on a entendu d'autres familles qui n'ont pas forcément retrouvé leur compte dans cette affaire-là. Et d'autre part, je pense qu'on a fait tout ça parce qu'on a mis un peu d'irrationnel autour de ces inhumations-là. On dit qu'il faut les enterrer parce qu'on veut commencer la guerre. Ah bon? Et dans le communiqué officiel qui annonce leur inhumation, on parle de considérations socio-culturelles, on parle des impératifs de sécurité d'intérêt national. Ah bon? Donc finalement, ce n'est plus des questions humaines, c'est des questions à la limite occultes. Comme si quelque part un marabout s'était assis et puis a dicté la façon dont ces obsèques-là doivent se passer. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Où est la question humaine dans tout ça? Ces restes de ces 13 personnes-là, moi, véritablement, je ne voyais aucune urgence à les inhumer de cette façon. Parce que si on le fait, on dit c'est pour exorciser le mal. Il faut encore que l'inhumation se fasse bien, que ça se fasse dans un consensus, dans l'apaisement de cœur. Vous êtes en train d'inhumer quelqu'un dont le fils n'est pas d'accord avec la façon dont l'inhumation se passe. Où est l'exorcisation? Comment? Ils ont pratiquement été inhumés peut-être de la même manière qu'ils ont été inhumés la nuit du 15 octobre. Hein. Voilà. Vous y allez un peu trop fort. Non, je n'y vais pas trop fort. Parce que c'est pratiquement... On a sélectionné des gens, on a trié des gens pour venir. N'est-ce pas? On dit qu'on va faire des hommages au président Thomas Sankara le 15 octobre prochain. Mais justement, le président doit être enterré avec les hommages. Les hommages, c'est pas après. C'est quel président on a enterré et puis après on a fait les hommages. Le jour de l'enterrement du président, on lui rend hommage.
Donc des hommages bien mérités pour Thomas Sankara en tant qu'ancien président et en tant que héros national. Ils sont 4 Burkinabés à avoir été faits héros nationaux par le président Blaise Compaoré. Donc en tant que héros national, qu'on l'enterre et que le jour de son enterrement, on fasse effectivement des obsèques qui soient dignes de la personne. Mais tel que ça s'est passé, pour moi, je pense qu'on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux. Mais comme on dit c'est des impératifs de sécurité, on les a exhumés, il faut les enterrer comme si c'est parce qu'on les... Bon, des gens disent tout ça, que c'est parce qu'on les a déterrés que tout ce qui nous arrive là nous arrive. Le terrorisme, ce n'est pas qu'au Burkina, au Nigeria, au Cameroun, en Somalie, à côté de nous, Mali, Niger. Allez-y chercher là-bas, voir si on a déterré des gens. C'est un phénomène qui est là, il faut pas qu'on va perdre la raison. C'est important. Si nous sommes incapables de gouverner, de faire face à nos défis, il ne faut pas qu'on aille chercher des raisons. Vraiment quoi. Moi, je suis un peu désolé de tout ce que j'ai vu autour de ça. On voulait la justice pour Thomas Sankara et ses compagnons. On voulait qu'il soit inhumé. La façon dont ça s'est passé, moi j'aurais souhaité que ça soit mieux. Et pour cela, on aurait pu attendre. Alors, Joachim Vokoma, quel est votre point de vue par rapport à cette réinhumation? On aurait tout entendu, mais on a aperçu des membres de la famille Sankara qui y étaient. Oui, bon, j'ai pas la même lecture que Woba. C'est vrai que l'idéal qu'il a évoqué, effectivement, c'est ce que tout le monde souhaitait. Bon, finalement, le gouvernement a fini par décider et d'assumer cette décision-là. Effectivement, hier, on a vu que il y avait le petit frère Valentin de Sankara qui était là. Il a bien indiqué qu'il est venu en tant que petit frère de Thomas Sankara. C'est pour faire la nuance avec famille représentée ou pas. Lui, il était là. Il y a même leur cadette qui était là, Glidi, qui était là, qui est venue du Kenya. Et puis, il y a aussi une fille adoptive qui a grandi dans leur cour, qui était là également, avec une forte délégation qui est venue de Bokin, plus d'une cinquantaine de personnes qui sont venues de Bokin, avec tous les militants qui partagent l'idéal sankariste. Donc quand on a appelé, vous savez comment ça s'est passé, quand on a appelé Thomas Sankara, c'était le dernier à être appelé pour aller l'humer. Il y avait presque plus de 100 personnes qui étaient autour du cercueil de Thomas Sankara. Bon. Pour moi, et puis il y avait des rites qui avaient été menés avant à Darnoué, parce qu'on était déterré, il fallait bien aller sur certaines coutumes, pour aller apaiser les esprits et puis venir faire d'autres coutumes aussi au conseil de l'entente avant de faire les inhumations. Il y a eu des prières musulmanes, catholiques et protestantes hier. Bon, je pense que la polémique ne va pas s'éteindre, ça c'est une évidence. Peut-être le temps fera son œuvre. Mais pour moi, l'essentiel, c'est que, vous voyez, Darnoué, il y a déjà eu des profanations à Darnoué. C'était pas un lieu sécurisé. Bon, là, c'est sûr que c'est sécurisé, on ne peut pas y accéder facilement comme ça pour faire n'importe quoi. Donc, c'est vrai. Ce que tout le monde a souhaité n'y est pas, mais comme titrait le doyen de l'observateur, est-ce que Sankara lui-même c'est un gars consensuel. Toute sa vie, il n'a jamais été un gars consensuel. C'est quelqu'un qui a toujours pris des décisions et qui a assumé. Bon, donc le personnage, il est ce qu'il est. Je vais vous raconter une histoire. Celui qui a fait l'artiste qui a fait son monument là. Et je suis allé le voir. Il m'a dit mais il y a quelque chose de mystérieux chez Thomas Sankara parce que quand il fait il fait le modélage, tout ça, tout le monde vient voir, c'est nickel, c'est vraiment lui. Le lendemain, il se réveille, ça a complètement changé. Ça lui est arrivé 1000 fois, il a fait venir des confrères du Ghana, de l'Éthiopie, des spécialistes pour l'aider. Mais avec tout ça, vous voyez la polémique que ça a suscité. Donc, peut-être le personnage lui-même, il est comme ça, inclassable, iconoclaste, voilà. Bon,
On va spéculer autour de ça en se disant que avec le temps, peut-être que les esprits vont s'apaiser et puis la famille aussi va retrouver un peu d'apaisement. D'accord. Alors Ousmane Palé, vous faites partie de ceux-là, vous avez appelé même sur ce plateau-là à ce que la position de la famille soit écoutée. On a vu la déclaration de la famille Sankara qui a clairement dit quelle était son option, qu'elle n'allait pas participer. Pourtant, il y a des membres de cette famille qui étaient présentes au mémorial. Alors, quelle est la lecture que vous avez? C'est ce qui m'a fait le plus pleurer, de voir la famille divisée pour ça. Parce que quand vous discutez avec les membres de la famille, c'est assez grave ce qui s'est passé. C'est-à-dire, à cause de ça, autour de ça, je ne sais pas s'il faut dire qu'on a réussi à diviser la famille, mais c'est ce qui est arrivé. Parce que la famille était complètement divisée sur la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il fallait en arriver là? Moi, c'est toute la question que je me pose. Je me souviens que dès que l'affaire du mémorial a commencé, la position de Mariam a été claire. Elle a dit, si vous gardez le mémorial là-bas, le regret est que je ne pourrai pas mettre les pieds là-bas. Ça, c'était par rapport au mémorial. Vous pouvez faire. Seulement que moi, je ne pourrai pas aller là-bas. Avec le corps, c'est la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que nation, j'ai vu des gens dire des ignominies sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut être fier que Mariam Sankara, après tant d'années de combat, ne puisse pas un jour aller se recueillir sur la tombe de son mari? Puis c'est ce qu'on lui réserve. Moi, je dirais tant mieux. Si c'est le prix à payer pour que la paix revienne au Burkina, je dirais tant mieux. Mais moi, ça me fait mal au cœur de voir peut-être que ces enfants ne pourront pas, vont mourir, que Mariam va mourir un jour sans pouvoir se recueillir sur la tombe de son mari. Moi, ça me fait mal. Et elle n'est pas seule. J'ai vu Blandine qui, même le jour, a dû intervenir pour dire que ceux qui sont là en leur nom, pas au nom de la famille. Je me rappelle encore sa déclaration en larmes. Alors qu'on a fait comprendre qu'il y a eu un consensus autour de la question. Et la question que j'ai posée la dernière fois, que je pose encore aujourd'hui, était-on obligé, oui, pourquoi pas un autre lieu? Pourquoi obligatoirement au niveau du Conseil de l'Entente? Boukari Ouba a donné une partie de la réponse. Et c'est ce qui fait que la polémique ne peut pas finir. Parce qu'il n'y a rien de rationnel. Il n'y a que ça c'est les détails, justement, je suis obligé de le dire sur ce plateau, il n'y a que des marabouts, en fait tout ce qui est occulte, qui ont dit que ça doit être fait ainsi. Donc on a été obligé de suivre cela. C'est vrai que l'homme n'est pas que raison. Ça me rappelle encore d'autres événements, même le retour de Blaise Compaoré sous Damiba. Quand on vous donne des détails, c'était ça. Parce qu'il y a des marabouts, il y a des gens qui avaient dit qu'il faut qu'il revienne pour qu'il y ait la paix. Il fallait qu'il revienne, il fallait qu'il y ait l'enterrement, etc., etc. Si on doit rester dans ces considérations, et si vous connaissez les hommes politiques ou bien des hommes d'affaires, et que vous discutez avec eux, si on devrait se plier justement aux exigences. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est pas bon. Si on devrait se plier aux exigences des marabouts, et vous connaissez, il y a beaucoup de rois, beaucoup de chefs, beaucoup de présidents africains, quand on raconte leur histoire, et puis l'apport des marabouts, vous allez vous rendre compte, il n'y a que du sang. Des gens ont demandé justement qu'on verse du sang, pas seulement des animaux humains, pour que le puits puisse tenir. Est-ce que chaque fois on doit se plier à ça? Il y a combien de aller discuter avec les gardiens, ceux qui sont là au niveau des cimetières. Il parlait tantôt de, comment dirais-je, des gens, mais il y a combien de rites que les gens ne font pas? Vous avez beaucoup de gens à un certain moment, surtout ces dernières années, il y a beaucoup d'éléments qui ont circulé et qui étaient de la vérité, où on est obligé, on dit pour qu'il y ait ceci, pour qu'il y ait cela, il faut telle partie d'un être humain, etc. Est-ce qu'on doit toujours se plier à ces exigences? Encore une fois, je ne sais pas, juste des questions. Si c'est ce qu'il faut pour que la paix revienne au Burkina, que le Burkina soit prospère, je ne dirai rien, mais je dis tout simplement, moi je regrette profondément que la bonne dame ne puisse pas se recueillir sur la tombe de son mari.
D'accord. Alors, la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tient du 25 février au 2 mars prochain. C'est un FESPACO qui se tient avec le Mali comme pays invité d'honneur. Alors, déjà, Daouda Kinda, dans la forme, qu'est-ce que vous pensez de cette tenue effective du FESPACO? Il fallait d'abord que le FESPACO, on puisse tenir le FESPACO dans l'esprit toujours de la résilience. Parce que si on a pu tenir le CIAO, il n'y a pas de raison qu'on ne tienne pas le FESPACO. Il n'y a pas de raison qu'on ne tienne pas la Semaine nationale de la culture à Bobo, qu'on ne tienne pas aussi les autres festivals. Donc il fallait d'abord réussir ce pari-là et tenir ce festival-là, montrer que aux yeux du monde que le Burkina Faso est toujours est un pays fréquentable, qu'on peut tenir un festival de cette ampleur-là au Burkina Faso sans qu'il n'y ait de difficultés majeures. C'est pourquoi je salue vraiment la tenue de ce festival-là. D'accord. Alors, Boukari Ouabas, cela fait plus de 20 ans que le Burkina n'a plus remporté l'étalon d'or à cette compétition. Déjà, de quoi souffre le cinéma burkinabé? On peut être amené à se poser cette question. Le cinéma burkinabé souffre peut-être de ses cinéphiles, de son public et aussi des acteurs du cinéma. Parce que bien que nous disons que nous sommes la capitale du cinéma, je pense qu'à part le fait qu'effectivement nous sommes à l'initiative du FESPACO et que ce FESPACO-là siège ici, nous ne sommes pas les plus grands consommateurs de produits de cinéma que les autres pays qui nous entourent. Nous ne sommes pas les plus grands producteurs de cinéma. Je crois qu'en la matière, le Nigeria à lui seul suffit pour nous rappeler que nous ne représentons pas grand-chose en termes de production cinématographique. Donc, il y a du travail, il y a des efforts à faire à plusieurs niveaux. J'ai eu une discussion il n'y a pas si longtemps avec un ami qui me disait, non, lui il était allé pour voir un film, on l'a amené pratiquement de force, et quand il arrive, il voit le film, il se rend compte que le même film là, lui, il a ça dans sa clé USB, que lui il voulait ressortir partir. J'ai dit non, d'abord c'est peut-être pas normal que tu aies le film là dans ta clé USB, mais si tu l'as dans ta clé USB et que c'est pour suivre sur l'écran de ton ordinateur ou bien à la télé, il faut savoir que c'est pas la même chose. Le cinéma, c'est autre chose. C'est un autre monde quand tu rentres dans une salle sombre, au moment où on éteint la lumière et que le générique de début commence. Tu entres dans un autre monde. Je pense qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont férus de films, de vidéos, mais peut-être qu'ils n'ont jamais un seul soir mis les pieds dans une salle de cinéma pour se rendre compte que c'est complètement différent. La même œuvre que vous allez regarder à l'écran de votre télévision ou bien de votre PC, sinon même de votre smartphone, vous partez le regarder au cinéma, dans une salle de cinéma, ça vous donne une autre impression. Ça, les Burkinabés doivent le comprendre. Et bien sûr, c'est pas ça forcément qui va faire que nous allons remporter les talons. Pour remporter les talons, il faut que nous ayons des gens qui soient à la hauteur de Gaston Kaboré ou de Idrissa Ouedraogo. Là, vous repartez en 1997. Exactement, ce sont nos deux lauréats. Et je ne dirais pas que ceux qui sont là aujourd'hui ne font pas d'efforts. Ils font d'efforts. Je pense que tous ces derniers FESPACO, au moins les 3 derniers, je me souviens très bien qu'on a toujours eu un film autour duquel on a mobilisé le sentiment national. Ah, il faut soutenir tel cinéaste, il y a tel film qui est là, et puis on part regarder. Bon, je ne dirais pas grand chose, mais moi quand je regarde, je sors, je sais déjà quel va être notre classement. Donc cette fois-ci encore, nous sommes en liste. Je n'ai pas encore vu les films et j'espère qu'un Burkinabé sera, ne disons pas forcément étalon d'or, mais être sur le podium déjà, ça va être une grande chose. Et nous souhaitons beaucoup de chance à nos compétiteurs. Alors, Joachim Voukouma, il le disait, le Burkina est en lice pour l'étalon d'or avec Apolline Traoré et son film intitulé Sira. Est-ce que vous pensez que pour cette fois-ci, le Burkina pourrait se hisser sur la plus haute marche? On l'espère. Je n'ai pas vu le film pour l'instant. Mais comme il a dit, si on n'a pas l'étalon d'or, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est bien ici. C'est bien ici, ça veut dire que le FESPACO est sur des critères objectifs, sur des standards internationaux qui sont respectables. Si on fait le FESPACO pour donner les talons Nyenenga à nos cinéastes parce que c'est nous qui organisons, on va discréditer le FESPACO. Donc ça, si un jour un Burkinabé a un 3e Nyenenga, on va dire effectivement
il le mérite. C'est pas parce qu'il est burkinabé, mais parce que son film est de bonne qualité. Donc, on va regarder. Ça commence demain. On va suivre les films et puis on va apprécier en espérant que. Mais bon, comme il a dit, c'est toute une industrie le cinéma. Voilà. La question du financement du cinéma ici, on n'a jamais pris ça au sérieux. Vous voyez, quand vous rencontrez un cinéaste, vous discutez avec lui, mais c'est de la misère pour réunir un budget pour faire un film. Tu fais ton scénario, il faut aller toquer à plusieurs portes à l'international pour faire le film, et puis après, bon, parfois les gens modifient le scénario, ça, à la fin, ou tu acceptes, et puis après c'est pas ton film, ou tu refuses, et puis tu n'as pas de financement. Donc finalement, bon, je crois que c'est un ensemble, il faudrait on a des chaînes internationales qui diffusent ici, mais il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Il faut qu'ils participent au financement du cinéma burkinabé. D'accord. Alors, nous sommes pris par le temps. Nous allons tout de suite au dernier sujet avec un dernier tour de table, le sujet qui a été enrôlé. Il s'agit du discours du président tunisien Kais Saïed sur l'immigration, un discours qui est qualifié de raciste et haineux selon plusieurs observateurs. Au niveau du journal Le Quotidien, l'édito est intitulé African Life Don't Matter. Oui, pour traduire littéralement, cela signifie la vie d'un Africain ne compte pas. Pour reprendre un peu ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, le policier qui a été victime du racisme, qui a été tué, et d'autres situations comme ça. Vous vous rappelez le Black Lives Matter. Donc c'est juste pour traduire le fait que en Tunisie, avec récemment, vous vous rappelez, le mardi 21 février, le président Kais Saïed, le président tunisien, qui a présidé une rencontre du Conseil de sécurité pour parler un peu de ce phénomène-là de l'immigration irrégulière, mais qui a tenu des propos purement raciste lorsqu'il dit par exemple qu'il y a des organisations, il y a comme un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Plus loin, il déclare que ces vagues d'immigration irrégulière ont pour but de considérer la Tunisie comme un pays africain et non comme un pays arabe et islamique. Mais déjà, c'est comme si la Tunisie n'était pas un pays africain. Et ça ne nous étonne pas. Parce que à plusieurs reprises, c'est des gens qui ne se considèrent même pas comme un pays africain. Ils nous considèrent, nous, Afrique au sud du Sahara, Afrique subsaharienne, comme les Africains. Eux, c'est plutôt le Maghreb, eux, c'est l'Afrique arabe, bon, même pas Afrique, un monde arabe qui n'appartient pas à l'Afrique. Donc, l'organisation l'Union africaine et les différentes organisations africaines là, doivent pouvoir attirer l'attention de ce pays-là et bien d'autres pays voisins de la Tunisie, leur dire mais attention, ce que vous combattez ailleurs, parce que c'est même là, ce sont eux qui crient au racisme dans d'autres pays, en Europe, dans d'autres pays, que oui, les Européens par exemple, ils n'aiment pas les Arabes, les Européens n'aiment pas tel, ceci ou cela, alors que c'est le même comportement que vous adoptez chez vous. Même comportement. Boukari Ouba, qu'est-ce que vous pensez de ces propos du président tunisien? Il a pris l'extrait tout à l'heure. C'est suffisamment grave et c'est honteux de voir un chef d'État, j'allais dire africain, qui s'exprime ainsi. Mais c'est des réalités. Surtout dans cette partie du monde. Moi, ça m'a tout simplement rappelé les propos d'un joueur marocain à la Coupe du Monde récemment, qui après leur victoire contre le Portugal, n'est-ce pas, avait salué le monde arabe, le monde musulman, le monde quoi, sans faire mention de l'Afrique, alors qu'il faisait partie du quota d'équipes africaines à la Coupe du Monde. Les mêmes, effectivement, jouent la CAN avec nous. Donc ça pose problème. Donc Kinda l'a bien dit, ils sont nombreux comme ça, qui ne se considèrent pas véritablement, parce que ce n'est pas tous les Tunisiens, ce n'est pas tous les Algériens, tous les Marocains, mais c'est une opinion plus ou moins dominante qui pense que ces pays-là ne sont pas en Afrique.
Mais moi, je dirais, s'il faut redessiner la carte du monde, il faut la redessiner. Oui, si le Maghreb ne fait pas partie de l'Afrique, qu'on redessine les limites de l'Afrique et qu'il forme effectivement un bloc et que, bon, voilà, on les quitte, quoi. Mais c'est pas parce qu'on ne va pas être sur le même continent qu'on ne va pas se rendre visite, parce que les Burkinabés vont en Australie aussi. Voilà. Donc, cette question de l'immigration, dans le fond, hein, ça, on peut être d'accord avec lui, parce que moi, je suis pour l'immigration, mais l'immigration, bien sûr, légale. Voilà. Si c'est parler de l'immigration irrégulière, c'est bien qu'un chef d'État, effectivement, se soucie que des gens entrent chez lui de façon irrégulière, de façon illégale. Mais de là jusqu'à dire que c'est un complot criminel pour changer la composition démographique, sinon même sociologique du pays, ça me pose problème. C'est des propos carrément racistes. J'espère qu'il va se ressaisir et qu'effectivement les autres chefs d'État, parce que c'est ça aussi, il ne faut pas que ce soit nous, chroniqueurs, et puis les citoyens lambda dans la rue qui s'en offusquent sans qu'il y ait pu avoir un chef d'État africain qui soit officiellement pour interpeller son homologue. Je crois que les autres chefs d'État devaient même faire peut-être une déclaration commune. D'accord. Oui, ou adresser des correspondances voilà, à l'endroit de la Tunisie. Pourquoi pas rappeler nos ambassadeurs? C'est là important parce que des propos sont suffisamment graves. D'accord, alors nous sommes pris par le temps. 10 secondes de réaction. 10 secondes. Oui, mais quand il parle de complot pour changer la composition de la population tunisienne, en France, il y a une théorie qui s'appelle le grand remplacement. Théorie qui considère qu'effectivement il y a trop d'étrangers et que la finalité c'est de changer complètement la population française, et c'est une thèse qui est définie par l'extrême droite. Donc c'est dommage que de voir mais ça, ce sont les séquelles de la traite négrière arabo-musulmane qui a duré 13 siècles. Ouais. Contre 4 siècles pour l'esclavage atlantique. Voilà. Ça, ce sont les conséquences de ça. Quand la BAD était à Tunisie, la Banque africaine de développement, là, parce qu'il y avait la crise en Côte d'Ivoire, on l'avait délocalisée à Tunis. Le président de l'époque, il a dû intervenir à la télévision pour dire à ses compatriotes d'arrêter leur comportement raciste vis-à-vis des Africains qui étaient à la Banque mondiale, parce qu'il avait un pouvoir d'achat. D'accord. 10 secondes pour vous également, très rapidement. Finalement, c'est plus que dire. Seulement, je crois que quand on parle de cela, il ne faudrait pas oublier le projet de Sarkozy à l'Union pour la Méditerranée, justement, qui voulait soustraire justement cette partie du continent africain. Et pour moi, c'est une grosse déception pour quelqu'un comme Kais Saied, parce que quand vous voyez un peu comment il est arrivé au pouvoir et comment justement des gens le présentaient comme un révolutionnaire, quelqu'un qui allait venir changer, voilà, vous voyez que même par rapport à la gouvernance à l'interne, voilà, c'est carrément, en fait, c'est décevant. Et quand il fait une telle sortie, je crois que la seule solution, c'est que l'Union africaine puisse prendre des sanctions justement contre lui. On ne peut pas condamner quand ça se passe ailleurs et ne rien dire quand ça se passe sur le continent. D'accord. Et c'est tout pour cette émission de la Tribune des éditos. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à l'équipe technique qui a permis sa réalisation. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.